Aujourd'hui encore, à la gare Montparnasse, des pannes électriques ont provoqué une belle pagaille. 2 voies TGV sur 3 neutralisées et des passagers déroutés vers la gare d'Austerlitz pour rejoindre le sud de la France. Alors ce n'était pas une journée de grand départ, mais pour de nombreux passagers, encore de gros retards et parfois impossible de savoir quand on va pouvoir partir. Voici le reportage à Montparnasse, Rémi Brancato. Le hall de la gare est bondé, scène bien connue ici à Montparnasse après la panne géante de l'été dernier. Le train est supprimé ce soir pour Frédéric et sa dizaine de collègues venus ce matin pour le travail de Rennes et Nantes. Nous, on va aux voitures de location. On avait une réunion aujourd'hui toute la journée. On a eu déjà 3 heures de retard ce matin et là, il faut qu'on rentre chez nous ce soir. On va trouver une autre solution. Covoiturage. Les TER Transilien Intercités circulent, mais pour les TGV, comptez 30 minutes à 3 heures de retard. 20 000 voyageurs impactés aujourd'hui. Tous ont été informés personnellement par SMS selon la SNCF. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué avec des gilets rouges pris d'assaut. Je vois pas mon train sur le panneau d'affichage pour Tours. Peut-être qu'il va partir peut-être d'Austerlitz. Alors pourquoi on m'a pas prévenu? Bah oui, je me demande aussi. Parce que en plus j'ai un abonnement, donc je prends le train tous les jours et quand il y a des erreurs, je reçois des SMS ou des choses. Là, j'ai rien reçu. Les trains à destination du sud-ouest sont déroutés gare d'Austerlitz. Quant à l'information sur l'origine de la panne, c'est flou, reconnaît Gwendoline Cazenave, la patronne du TGV Atlantique. Les équipes opérationnelles, techniques sont en train de diagnostiquer et de réparer. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Ce soir, la SNCF nous indique qu'un retour à la normale pourrait intervenir demain matin. Pourrait donc, même si ce soir, semble-t-il, le conditionnel est en train d'être levé. Merci Rémi Brancato. Et voyons si nos invités ont plus d'explications et d'informations. Bonsoir Benoît Simian. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de Gironde, rapporteur du budget de transport et vous connaissez bien la SNCF pour y avoir travaillé. Bonsoir à vous Bruno Gazot. Bonsoir. Vous présidez la FNAUT, Fédération la FNOT des usagers des transports. Vous avez justement plus d'informations, Bruno Gazot. Demain, ça devrait rouler normalement à Montparnasse les trains? Non, j'étais en contact avec la cellule de crise pour ce Montparnasse 3, après les 2 épisodes précédents. C'est quand même un phénomène très récurrent. Mais non, j'ai pas d'indication sur le fait que ça puisse repartir demain et en tout cas à quelle heure. Qu'est-ce que vous demandez à la SNCF pour justement éviter ce genre de phénomène récurrent? Il faudrait déjà savoir pourquoi ces phénomènes sont récurrents. Il s'agit à chaque fois de problèmes électriques. Aujourd'hui, non seulement ils ont été récurrents dans le temps, mais aussi dans l'espace, puisqu'on est passé de la voie 1 à la voie 2 et ensuite à la voie 4. Donc il y a quand même des problèmes graves qui sont posés. La SNCF a cependant progressé sur 2 points. La première, c'est qu'elle avait élaboré un scénario pour basculer une partie des trains sur Austerlitz. Ce qui s'est passé là, ouais. Ça n'a pas toujours été bien fait du point de vue de l'information voyageur, même s'il y a eu un progrès dans l'envoi des SMS à tous les gens qui avaient réservé et avec qui la SNCF était en contact, encore que selon votre reportage, oui, c'est ça, on n'a pas reçu de SMS. Oui, c'est ça, on entend des gens qui disent qu'ils savent pas à quoi s'attendre, quand même, encore. Par contre, il y a encore beaucoup de progrès à faire parce que beaucoup de gens étaient dans l'indécision de savoir quand est-ce qu'ils auraient des trains et quand est-ce qu'ils pourraient repartir. Donc, si vous voulez, les situations perturbées, il y a une information sur le fait que la situation est perturbée. Il n'y a pas encore beaucoup d'informations prédictives sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. C'est effectivement une des questions, Benoît Simian. C'est incident qui est circonscrit à une gare, alors sans doute la plus importante gare parisienne, mais pourquoi les informations ne peuvent-elles pas être données? Écoutez, avant toute chose, moi je salue le travail des équipes SNCF, de l'ensemble des cheminots qui sont à pied d'œuvre depuis ce matin. Vous parliez dans votre reportage des gilets rouges. En effet, les professionnels de l'information et aujourd'hui force est de constater que le maximum est fait en matière d'information. La réalité avec ces incidents à répétition, c'est qu'on a un réseau à bout de souffle qui est proche de la vétusté. Et à un moment donné, il faut donner les moyens aux cheminots. C'est tout l'enjeu de la loi de programmation des infrastructures. Nous avons rendu à la ministre des Transports il y a maintenant un peu plus d'1 an le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures où on préconise justement d'investir massivement sur notre réseau compte tenu du retard que nous avons pris sur l'entretien de ce réseau. Aujourd'hui, très clairement, il faut décréter l'état d'urgence ferroviaire, routière, un vrai plan Marshall pour nos infrastructures. Alors, là, aujourd'hui, tout le monde en parle parce que c'est à Paris. Mais sur nos territoires, moi, je suis le député du Médoc.
c'est plutôt régulier, c'est hebdomadaire pour pas dire quotidien. C'est-à-dire sur le TER, c'est encore pire, enfin sur les trains régionaux, c'est encore pire. Qu'aujourd'hui, on a 50% des petites lignes qui sont en mauvais état sur notre territoire. Si on ne fait rien, ça sera 100% d'ici 2023. Donc ça nécessite forcément un investissement massif et clairement un vrai plan Marshall pour investir fortement sur nos infrastructures. On va détailler ça, si vous le voulez bien, un peu plus tard, mais c'est sans doute la question essentielle. Bien sûr, Benoît Simian, pour rester sur l'incident de Montparnasse, encore une fois, on a l'impression que ça se renvoie sur les incidents électriques, la patate chaude entre la SNCF et Enedis, l'opérateur électrique. Confiance aux cheminots qui sont vraiment bien formés pour gérer ce type d'incident. Et Bruno Gazo de la FNOT le disait, c'est vrai qu'il y a des progrès énormes qui ont été faits sur le rabattement, mais la réalité c'est qu'il faut, dans ces cas-là, courir contre la montre, c'est une course contre la montre pour essayer en effet d'identifier les pannes et en effet tout cela en lien avec les réseaux électriques, avec Enedis par exemple. Oui, pannes qui ont été à répétition, il y en a eu 2 ou 3 aujourd'hui, ce qui a entraîné cette forme de paralysie. On poursuit la conversation, on va effectivement parler de ce plan Marshall que vous évoquez, Benoît Simian, et avec Bruno Gazo également. Dans une minute, le temps de dérouler les grands titres de l'actualité ce soir. Il est 22h40. D'usagers des transports, Bruno Gazo, pour évoquer ce nouvel incident qui provoque une pagaille à la gare Montparnasse. Et vous évoquiez, Benoît Simian, la nécessité d'un plan Marshall, parce que c'est vrai, la SNCF sait depuis longtemps qu'il y a ce type de problème. On écoute le constat avec Raphaël Ebenstein. La Cour des comptes tirait en quelque sorte le signal d'alarme en 2016 en constatant que 30% des aiguillages et 40% des voies du réseau transilien avaient plus de 30 ans, là où la SNCF recommande elle-même un renouvellement au bout de 25 ans maximum, et 5% des caténaires avaient même plus d'un siècle. Depuis ce sévère constat, la SNCF a fait de gros efforts dans la maintenance et le renouvellement. Elle a triplé l'enveloppe consacrée aux travaux par rapport au début des années 2000, plus de 600 millions d'euros encore investis cette année en Ile-de-France. Mais la vétusté n'explique évidemment pas tout. L'incident le plus mémorable à Montparnasse, à l'été 2017, avait ainsi été provoqué par la panne d'un poste de signalisation plutôt récent, datant des années 80, une panne d'ailleurs consécutive à des travaux de câblage. Et si la SNCF ne peut donc évidemment pas maîtriser toutes les causes des diverses pannes, elle a en tout cas mis en place un véritable plan de report désormais vers la gare d'Austerlitz qui est plutôt sous-exploitée aujourd'hui s'il y a un incident majeur à Montparnasse plutôt que de devoir purement et simplement annuler toutes les circulations de train. Oui, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui effectivement. Merci Raphaël Ebenstein et Bruno Gazo disait à quel point ça avait peut-être permis d'éviter plus de paralysie. Encore, c'est une vieille dame la SNCF, Bruno Gazo, une très vieille dame, une trop vieille dame. C'est une vieille dame, mais auquel les Français sont très attachés, oui. Parce que, en dépit de l'irritation récurrente qui provient évidemment de ces incidents, les Français sont toujours de plus en plus nombreux à prendre les trains, et la croissance de la fréquentation est là pour en témoigner, puisque depuis 2017, elle est de 7% par an, ce qui est considérable. Mais vous avez l'impression que l'argent n'est pas toujours mis au bon endroit, parce qu'il citait des chiffres qui étaient assez impressionnants, Raphaël Ebenstein, notamment sur les lignes en Ile-de-France. Oui, alors ça, le constat, tout le monde le sait. Il y a eu d'ailleurs depuis ça a commencé au moment du septennat du quinquennat de Sarkozy, puis suivi par Hollande. On est passé de 700 millions d'investissements par an à maintenant 3 milliards. Donc l'effort est conséquent. Simplement, il faut que l'effort perdure pendant une dizaine d'années pour qu'on retrouve un réseau ferré qui soit à peu près fiable à Paris sur les grandes lignes et aussi dans les provinces, puisque beaucoup de lignes régionales sont dans un état catastrophique. Si vous prenez la ligne Nantes-Bordeaux, il y a à peu près 120 km où vous roulez à 40 km/h. C'est plus du train, c'est de la diligence. Benoît Simian, c'est ce que vous nous disiez effectivement que dans certaines régions il y avait des efforts encore plus importants à faire qu'à Paris, mais tout de même tout cet argent mis, ça ne suffit pas, Benoît Simian. J'étais cet après-midi aux côtés de la ministre des Transports pour le lancement des travaux de la régénération de la ligne de Bordeaux-Bergerac, Sarlat, parce que justement cette ligne était à 2 doigts de la fermeture. Si nous n'investissions pas, aujourd'hui les collectivités mettent la main à la poche pour venir en renfort aux côtés de l'État, pour éviter les fermetures de ces lignes-là. Oui, aujourd'hui il faut mettre le paquet en matière d'un point de vue budgétaire, c'est ce que nous avons fait
nous avons voté dans le dernier projet de loi de finances avec des augmentations de crédits massifs, inédits, et dans la loi de programmation, nous continuerons. Après, moi, ce que je regrette, c'est que nous avons voté le nouveau pacte ferroviaire avant cette loi de programmation. Nous avons un petit peu mis les wagons avant la locomotive ou la charrue avant les bœufs, comme vous voulez. Mais je pense que très clairement, il y a urgence à investir sur notre réseau parce que sinon il faudra vivre avec ces incidents à répétition et demain des fermetures de lignes. C'est-à-dire, pour que je comprenne bien, vous qui êtes député de La République En Marche, vous trouvez qu'on aurait dû avant faire ça plutôt que le texte qui a été voté au printemps dernier? Écoutez, moi je suis le député du Médoc, je ne suis pas le député du gouvernement, et en tant que rapporteur du budget, je fais en effet ce constat-là, qui aujourd'hui est préjudiciable pour l'ensemble des usagers. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu non seulement des semaines de grève, des cheminots, vous les saluiez tout à l'heure, mais des cheminots qui ont mené un long combat, et vous dites ça n'aurait pas dû être fait à ce moment-là. Écoutez, ça fait maintenant près de 2 ans que nous attendons ce texte et ces investissements dans le cadre d'une loi de programmation ambitieuse. Nous avons rendu le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures il y a 1 an à la ministre des Transports. Il y a multitude de rapports. Maintenant, c'est le temps des actes et de déclarer un véritable plan d'urgence ferroviaire et routière. On s'est trompé en disant avant tout c'est le statut des cheminots auquel il faut toucher? Écoutez, il faut moderniser la SNCF. Nous l'avons fait. L'objectif, c'est de mieux organiser, mieux gérer, mais aussi mieux financer nos infrastructures. Et la loi des mobilités doit nous faire changer d'air. On a su au XXe siècle passer de la Micheline au TGV. Il faut qu'au XXIe siècle, on change la gouvernance et le financement. Bruno Gazot, vous avez partagé le sentiment de Benoît Simian. On a mis la charrue avant les bœufs, l'administratif avant l'aménagement ferroviaire. Écoutez, je crois que le gouvernement a pris conscience qu'il fallait investir. Il a prévu d'investir et de reprendre d'ailleurs la dette de la SNCF. Ça, c'est positif. Le constat qu'on peut faire, c'est que les prévisions d'investissement restent encore insuffisantes malgré les efforts accomplis pour répondre à tous les besoins. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il faut aussi que la SNCF se modernise pour que les trains partent à l'heure. Ça ne dépend pas de l'État, ça ne dépend que de la SNCF. Donc, il faut que les cheminots prennent conscience qu'il faut que leur entreprise évolue, que la polyvalence doit irriguer cette entreprise et que les départs, et c'est pour ça que Pépi a fait un programme H00, c'est pour rappeler à tous que les trains doivent partir à l'heure et que ça ne dépend que des cheminots. Il ne faut pas se résigner à de tels retards, donc, Monsieur Gazot. Hein, non, et j'observe que sur les TGV, les retards s'accroissent. Ça fait 4 ans que le taux de ponctualité baisse de 1% par an, donc il faut redresser la barre. On ne peut pas se satisfaire de 90% de taux de ponctualité. Il nous faut au moins 95%. Benoît Simian, je reviens à vous pour avoir un ordre d'idée. Vous approuviez quand Bruno Gazot disait qu'il fallait peut-être plus investir. C'est de quel ordre? C'est combien de milliards? Là, c'était 3. Il faut passer à 4, 5 par an? Écoutez, nous avons fait des préconisations dans le cadre des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures. Aujourd'hui, sur les régénérations, par exemple sur les lignes de nos territoires que j'évoquais tout à l'heure, c'est un rythme de croisière de 450 millions d'euros par an qui est nécessaire. Cette année, dans le cadre du projet de loi de finances, la ministre des Transports a obtenu un arbitrage positif de Bercy pour augmenter les crédits fortement. Il faut continuer la tendance, nous sommes dans la bonne direction, mais en effet, il faut vraiment que nous soyons tous mobilisés parce qu'il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, les infrastructures sont en danger. Et si je vous comprends bien, j'ai un peu l'impression d'entendre une contribution au grand débat. Et n'oubliez pas les territoires. Vous dites au gouvernement, à l'exécutif, n'oubliez pas les territoires. Je me trompe? Écoutez, les territoires peuvent aussi être en effet une source de financement pour trouver les solutions ensemble pour investir sur ce réseau. Je pense notamment, moi je milite pour un passe-camion régional qui aurait permis de faire rentrer des recettes pour financer nos infrastructures routières et ferroviaires depuis des années. D'accord, donc là, petit avertissement au gouvernement quand même. Hein? Écoutez, en tout cas, sur la méthode, en effet, si on veut aller vite, et je crois qu'il y a urgence pour investir sur notre réseau, ça passe incontestablement par nos territoires. Eh ben, écoutez, merci infiniment à tous les deux, Bruno Gazot, le président de la FNOT, la principale fédération d'usagers des transports, et Benoît Simian, député La République En Marche de Gironde, du Médoc même, nous disiez-vous plus précisément.